C'était le sujet dont tout le monde parlait aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où vous étiez ce week-end, cette guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe et ce possible accord qu'on attend. D'ailleurs, le ministre français de l'économie, Éric Lombard, disait que cet accord était sur le point d'être conclu. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que lui ? Oui, je crois même qu'il l'attendait pendant le week-end. Oui. Non. Il s'est trompé. C'était pas pendant le week-end, puisque nous n'avons toujours pas d'accord. Pourquoi ça traîne ? Ça traîne parce que l'Europe est le dernier gros morceau dans cette discussion. Je rappelle que nous sommes le premier partenaire de très loin commercial avec les États-Unis, avec plus de 1500 milliards d'euros qui sont échangés tous les ans. Et donc, évidemment, on voit bien la tactique du président des États-Unis. D'abord, évidemment, faire les plus petits, puis les moyens, et il finit par le gros. Et le problème que nous avons, évidemment, c'est que nous sommes dans une logique de rapport de force. Pour l'instant, l'Europe n'a pas exercé son rapport de force, loin s'en faut du reste. Et pendant ce temps-là, un certain nombre de pays ont déjà scellé des accords, des deals, comme il dit, et en particulier la Chine, mais aussi la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui l'a fait très vite. Donc il ne faudrait pas, et je le dis très clairement ce matin, il ne faudrait pas que, parce que la Grande-Bretagne, qui a décidé de quitter l'Union européenne, on le sait, a scellé un accord avec les États-Unis en acceptant de façon unilatérale 10% de droits de douane, plus un certain nombre d'autres droits, en particulier sur les voitures, il ne faudrait pas que ça serve de référence et que nous ayons un plus mauvais deal, parce que dans ce cas-là, alors ça voudrait dire quoi ? Que parce que nous sommes en dehors de l'Union européenne. Que parce que nous sommes 27, et donc parce que nous avons délégué à la Commission européenne le pouvoir de négocier en notre nom à tous, parce que nous sommes plus forts ensemble, ça voudrait dire qu'on est plus faible ensemble ? Alors, ça posera question. Ce serait un très mauvais signal. Il y a en plus des divergences entre les pays. On a l'impression que Berlin a envie d'être plus conciliant avec les États-Unis, quand Paris dit « Attention, s'il n'y a pas de deal, nous, on va aussi avoir des mesures de rétorsion ». C'est pas facile pour l'Union européenne d'avoir une ligne cohérente avec tous ces pays. Mais la politique n'est pas facile. La politique, c'est servir l'intérêt général. Nous avons remis notre intérêt général dans les mains de la présidente de la Commission, von der Leyen. Et elle le fait bien, von der Leyen ? Pour l'instant, on va voir. C'est à elle, encore une fois, à sceller cet accord. Bien sûr, un certain nombre d'États ont des positions qui sont divergentes. Mais encore une fois, c'est parce que nous avons, voulu être plus forts que nous avons remis ce pouvoir dans les mains de Mme von der Leyen. Et donc c'est à Mme von der Leyen de durcir le ton, de montrer plus les muscles, pardon. C'est à elle, du reste, elle va répondre ce soir, elle va au Parlement. Je crois qu'il y a aussi le Parlement qui pose des questions. Il est absolument maintenant évident que c'est Mme von der Leyen qui doit sceller cet accord en notre nom à tous, parce qu'elle en a reçu délégation. Alors oui, bien sûr, certains pays, vous avez fait référence à l'Allemagne. L'Allemagne est évidemment grande exportatrice aux États-Unis, notamment de voitures. L'Italie aussi. Mais c'est ça l'Europe. Et c'est encore une fois pour cela que nous avons décidé de mutualiser notre capacité de négociation. Je reparle d'Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui disait ce week-end, justement, il comparait les États-Unis, la Russie et la Chine à, je cite, 3 caïds qui ne respectent plus aucune règle. Eh bien, nous devons être le 4e caïd, car nous sommes effectivement le plus grand marché intérieur. Donc il faut se comporter comme des caïds. Mais c'est ce que nous sommes aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. Et c'est précisément pour ça que nous avons notre projet. Et c'est précisément pour cela que nous devons, encore une fois, mutualiser nos forces ensemble pour pouvoir peser. Parce que malheureusement, oui, le monde dans lequel nous entrons est un monde de rapports de force. Et pour exercer des rapports de force, eh bien, il faut d'abord être conscient de sa force, de sa puissance. Bien sûr, on n'est pas une puissance hégémonique, mais si jamais d'autres exercent cette puissance sur nous, il faut avoir la capacité de dire que les choses doivent se passer de façon équilibrée. Thierry Breton, vous étiez donc aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence ce week-end et on a vu le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, coiffé d'une casquette verte portant le message « Make Europe Great Again », clin d'œil à ce couvre-chef du président des États-Unis. Ça veut dire quoi, rendre sa grandeur à l'Europe ? Ça passe par quoi ? Oui, c'est vrai qu'il aurait pu le mettre en français, ça aurait été aussi bien. Voilà, là c'était en anglais, on le voit sur la photo. Le gouverneur de la Banque de France, je ne rappelle pas de la Banque d'Europe. Mais bon, pourquoi pas ? C'est un clin d'œil. Mais c'est un clin d'œil. Mais le message. Ça veut dire, le message évidemment, c'est que nous sommes, là encore, plus forts ensemble. On a une monnaie unique, évidemment l'euro, pour tous les membres qui en font partie. C'est une monnaie qui est très importante. C'est un des éléments de notre puissance et aussi de notre souveraineté. Mais ça doit être vrai aussi dans beaucoup d'autres domaines. On parle en particulier beaucoup, j'étais venu pour en parler moi-même à Aix, de la défense. Il faut qu'on mette ensemble nos capacités d'augmenter très significativement notre capacité de produire davantage ensemble en matière de défense. On sait qu'on va investir davantage. Alors, ou bien on investit de façon séparée, et il n'y aura jamais de puissance européenne parce qu'on va être fragmenté, ou bien c'est le moment, c'est vraiment le rendez-vous que nous avons, nous décidons d'investir ensemble
pour pouvoir précisément peser dans le monde tel qu'on vient de le décrire, qui est un monde de rapports de force. On est bien placé pour le savoir, en particulier avec un voisin comme la Russie. Thierry Breton, gros débat en France en ce moment autour de la politique énergétique. À droite, Bruno Retailleau notamment demande un moratoire sur le financement public des énergies renouvelables et notamment sur l'éolien. La ministre de la Transition écologique juge cela populiste. Qu'est-ce que vous dites, vous, Thierry Breton ? Oui, c'est vrai qu'on a, nous, un mix énergétique qui est l'un des meilleurs en Europe, grâce précisément au nucléaire. Donc, depuis Nicolas Sarkozy en 2005. C'était notamment cette loi sur la transition écologique où il y avait une part de non renouvelable qui avait été intégrée. Mais je parle, moi, surtout du nucléaire. Et je pense qu'encore une fois, et je le dis de façon très claire de nouveau ce matin à votre antenne, c'est clairement grâce au nucléaire qu'on est le pays qui émet le moins de carbone, de CO2, mais aussi qu'on pourra atteindre notre objectif de décarbonation en 2050, qui est l'objectif de notre continent. Et c'est donc, grâce au nucléaire, je le redis. On laisse l'éolien de côté, mais non, on se concentre que sur le nucléaire. L'éolien et les énergies alternatives, les énergies renouvelables, sont par définition, elles sont alternatives. Elles vont évidemment en complément. Il faut les prendre en complément, elles sont importantes. Mais le gros de notre puissance de production, c'est évidemment, pour nous, en tout cas français, de façon très claire, c'est le nucléaire. Mais est-ce qu'on continue de subventionner les éoliennes, par exemple ? Alors, c'est une question qui se pose tout à fait légitimement. Il n'y a pas du reste que les éoliennes. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui concerne le solaire. Il faut bien voir qu'on est allé un peu vite dans certains départements. Moi, j'en connais un certain nombre. Je pense en particulier des départements au centre de la France. On est allé un peu vite en matière d'éoliennes. Pour ceux qui partent en vacances, et je sais qu'il y en a un certain nombre qui ont l'intention de le faire peut-être et qui vont prendre l'autoroute A10, c'est vrai qu'entre Paris et Orléans, c'est devenu maintenant un vaste couloir d'éoliennes. Bon, alors est-ce qu'on peut peut-être réfléchir un tout petit peu ? Oui, ça me semble, après ce qui s'est passé, ça me semble à mon avis une bonne idée. Et voyez-vous, et je le redis, faisons les choses par ordre. On a mis maintenant ce qu'il fallait pour avoir des industries qui soient des industries alternatives. Je pense que de réfléchir un petit peu maintenant où on va mettre les autres, ça me semble de bonne logique. Et, je le redis, continuons à développer tout ce qui concerne le nucléaire, parce que c'est une grande partie de notre avenir énergétique. Le budget, Thierry Breton, le Premier ministre consulte cette semaine les différents groupes politiques avant de présenter le 15 juillet ses grandes orientations pour 2026. Vous qui avez été ministre de l'économie en 2005 et jusqu'à 2007, est-ce que c'est encore possible de contenir la dette en France ? C'est pas que c'est possible, c'est que c'est absolument indispensable. Oui, c'est absolument indispensable. Écoutez, pouvoir le faire. Oui, écoutez, vous faites référence, puisque vous avez l'amabilité de rappeler cette période entre 2005, 2006, 2007. C'est une période où la dette de la France, son endettement a diminué. Parce que c'était ma politique, c'est la politique que nous avons voulu mettre en œuvre. On l'a fait de façon déterminée. C'était notre axe politique. Eh bien oui, la dette de la France est passée de 67% à l'époque à 62%. Donc c'est possible. Mais la 40 milliards d'économies cette année, sans augmenter les impôts, c'est possible ? Bien entendu. Vous savez combien on dépense en France pour faire fonctionner le pays France ? On dépense 1 650 milliards d'euros par an. C'est ça, le fonctionnement de notre pays. Ça fait 23 000 euros par habitant, par an. C'est ça ce que nous dépensons pour faire fonctionner la France. Donc 40 milliards, vous dites c'est possible. On peut en être fier. Mais nous sommes le pays qui a le plus haut taux de dépenses de tous les pays de l'OCDE. Bon, ça se traduit encore une fois par ces montants que je viens de rappeler à votre antenne. Oui, alors 40 milliards sur 1650 milliards, est-ce que c'est possible ? La réponse, c'est oui. Mais c'est possible. C'est oui. Et alors évidemment, il faut aller regarder où ça se passe. Alors il y a 350 milliards à peu près pour le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire l'armée, la défense, on en a parlé, c'est-à-dire évidemment la santé, c'est-à-dire aussi l'éducation. Mais vous avez 900 milliards pour nos dépenses sociales et nos dépenses de retraite. C'est la plus grosse poche. Donc bien sûr, le modèle social français qu'il faut revoir. Bien sûr qu'il faut le revoir. Il faut garder évidemment l'esprit du Conseil national de la résistance, qu'il a fondé, et c'est notre ADN. Mais évidemment, tout en maintenant évidemment le service qu'il offre légitimement à nos concitoyens, bien entendu, qu'il faut s'asseoir et le remettre. Et c'est pour ça que je ne suis pas de ceux du tout qui critiquent le Premier ministre quand il a lancé son idée de conclave, parce qu'au moins, il a mis les partenaires sociaux autour de la table, ensemble, pour commencer à traiter ce problème là où il faut le traiter. Donc oui, la réponse, c'est 40 milliards sur 1650 milliards. Alors quoi ? On serait le seul pays au monde où on ne peut pas trouver 40 milliards sur 1650 milliards ? Et avec la situation politique actuelle, c'est possible ? Je vais vous dire une chose. Si c'est ça, voilà ce que j'entends, moi, en Europe. Un pays qui ne compte pas, c'est un pays qui ne compte plus. Alors moi, j'attends de mon pays qu'il réapprenne à compter. Thierry Breton, invité des 4V ce lundi. Merci beaucoup. Bonne journée.